voici dans le cabinet du docteur Guy Sandion. Docteur, cette deuxième partie, on revient de la pause. Dites-nous, vous avez dû, avec votre équipe, affronter le scepticisme habituel des Africains, surtout au sud du Sahara, sur eux-mêmes. Ça ne marchera jamais. Absolument. Voilà. Comment vous avez pu le dépasser? Vous touchez là le nœud du problème. Vous savez que nos pays sont sur le plan de l'alphabétisation à un taux très, très bas pour l'instant, malheureusement. Et il y a un problème de communication très important. Il faut pouvoir expliquer aux dames que c'est une technique normale qui se fait ailleurs et qui n'est en rien une fabrication de bébés en plastique. Ça a été très difficile parce que les premières dames que nous avons reçues ne souhaitaient pas, par pudeur, dire comment elles ont conçu. Alors, il a fallu qu'il y en ait quelques-unes qui, au bout de quelques temps, acceptent de s'exprimer, un peu comme le template africain, pour que les autres disent « moi aussi, je veux aller ». Et je dois vous dire que jusqu'à présent, certaines femmes souhaiteraient même consulter de nuit parce que on a encore un peu de réticence due à nos habitudes, à nos coutumes africaines par rapport à la procréation médicalement assistée. Vous savez que jusqu'à une date récente, une femme stérile dans nos villages était mise au banc de la société. C'était une sorcière. C'était une sorcière. J'étais sur le point de vous demander précisément, sachant que le progrès surprend toujours, est-ce qu'il y a un cadre légal pour l'expression et pour la réalisation de la PMA au Cameroun? Au Cameroun, je dois l'avouer, pas encore. Il y a une ébauche de cadre légal à laquelle nous avons participé à la demande de la tutelle du ministre de la Santé, qui va, dans les semaines qui viennent d'ailleurs, publier un cadre légal de l'exercice de cette activité qui a déjà fait ses preuves dans notre pays. Il y a 2 centres dans notre pays, en tout cas à Douala déjà. Et Monsieur le ministre de la Santé a pensé, il y a quelques mois, nous avons été invités à donner notre point de vue sur ce que sera ce cadre légal. Et nous nous sommes inspirés largement de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on n'invente rien. Alors, je dois vous dire, pour ne pas, je veux dire, pour expliquer pour ce retard, que nous avons démarré en 97, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 13 ans. En France, ils ont démarré en 80. Et leur première loi, la première loi de bioéthique, est parue en 94. La première loi qui réglemente cette activité date de 94. Elle a été bien sûr revue depuis lors 3 fois. La dernière date d'il y a 2 ans. Donc, dans ce domaine, très souvent, la technique précède la législation. On sait, nous savons tous que les Africains ont une certaine pudeur, une certaine retenue pour parler de leur intimité et pour parler surtout de tout ce qui descend en dessous de la ceinture. C'est un petit peu tabou. Est-ce qu'on consulte facilement? Comment faites-vous? Avez-vous une stratégie pour que le grand public, pour que les uns et les autres sachent qu'ils peuvent, qu'ils doivent consulter, que ce n'est pas, ne pas procréer n'est pas une fatalité, ce n'est pas une décision divine et ce n'est pas non plus sorcier, que ça peut se résoudre scientifiquement? Oui, alors j'ai la chance d'avoir connu 2 époques. J'ai la chance d'avoir connu l'époque des années 80 où les médias étaient encore à leur balbutiement, en tout cas dans notre pays. La CRTV démarrait, je crois, à peine à cette période-là. Il n'y avait qu'elle, il n'y avait pas de satellite. Mais depuis qu'il y a cette mondialisation dans l'information, depuis que tout le monde peut avoir accès à l'information, vous n'imaginez pas le nombre de débats sur les plateaux télévisés en Europe, en Amérique et autres qui permettent aux populations
de s'instruire, de se documenter et de venir consulter leur médecin. Un couple qui, après 3 mois, n'a pas de résultats sur le plan de la fécondité ne doit pas paniquer. Quand ils viennent, on les rassure tout simplement et puis on leur dit non, le temps viendra. Quand on part sur 25%, vous imaginez qu'il faut au moins 1 an avant de commencer à s'inquiéter. On ne va pas se voiler la face longtemps. La médecine, la science, ça coûte quand même un certain prix. Donc, ces prestations-là ont un prix. On ne peut pas imaginer, en tout cas vous allez nous le dire, est-ce que ces nouvelles possibilités sont à la portée de tous? Je dois avouer que j'ai entendu beaucoup de choses sur le coût de la fécondation in vitro. Mais il vaut mieux toujours se renseigner parce que quand on regarde les étapes que vous avez vues, il y a une étape qui concerne par exemple la stimulation, c'est-à-dire les injections de médicaments. C'est une ordonnance qui est faite aux malades et malheureusement ces produits coûtent cher. Ils se ravitaillent dans les pharmacies de la place et c'est ça qui est une des sources les plus importantes du budget. Ça tourne autour de 500 000 francs de médicaments qu'on prescrit, nous ne les vendons pas, et que les patients achètent dans les pharmacies. En Europe, c'est la même chose. Maintenant, le patient passe dans les mains de plusieurs praticiens. Il y a le gynécologue que je suis, il y a l'anesthésiste qui endort la patiente, il y a le biologiste, et toutes ces personnes se répartissent. Il y a l'échographiste. Ces personnes se répartissent une cagnotte d'à peine 800 000 francs. Vous imaginez que chaque praticien intervenant, si on fait le décompte, comme divisé par 4 ou 5, vous voyez ce que c'est. Alors, pour prendre un ordre de grandeur, ce chiffre-là représente le coût que payait un malade avant cette technique sous forme d'opération pour tenter de déboucher les trompes. Quand on opère une femme, c'est 7 jours d'hospitalisation avec évidemment tentative de réperméabilisation des trompes. Ça coûtait 700 à 800 000 francs. Donc avec la technique, vous y allez tout droit. Vous ne passez pas par la chirurgie qui est très décevante, qui ne donne pas de bons résultats. Vous ne passez pas par ces charlatans qui vous proposent des poudres et autres. Vous écoutez la radio comme moi ou certaines télévisions, des poudres miracles pour rétablir la perméabilité tubaire, pour faire remonter le taux de spermatozoïdes. Bien sûr, c'est les mêmes poudres qu'on propose après pour les maux d'estomac. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas la bonne voie. Le médecin africain, de manière générale, et ici en l'occurrence le médecin camerounais, a forcément un problème. Ailleurs, le médecin n'a affaire qu'à des patients. Absolument. En Afrique, malheureusement, j'ai l'impression que le médecin, et au Cameroun, le médecin a affaire à des clients. Et il est confronté à la facturation. Et donc les médecins, quelquefois, doivent vivre des drames, c'est-à-dire voir partir des vies qu'ils auraient les moyens de sauver, mais dont on dit que précisément la vie, elle, n'avait pas les moyens pour qu'elle soit sauvée. Donc, que font les médecins camerounais? Quelles propositions? D'abord, comment vivent-ils cette situation? C'est vraiment, vous avez touché du doigt un problème qu'on vit, que tous les médecins vivent, en tout cas dans nos pays africains en général, parce que aucun pays au sud du Sahara n'a un système de couverture, d'assurance, de prise en charge comme en Europe, comme ça se voit en Europe. Même certains pays en Europe n'ont pas, vous savez ce qui se passe. Mais heureusement, dans nos pays africains, la solidarité africaine est telle que même quand vous avez l'impression que
vous ne pourrez pas vous en sortir par manque de moyens pour venir en aide à tel patient, il se trouve qu'au bout de 2-3 jours, quand le temps le permet, l'urgence ne l'empêche pas, que les familles se mobilisent pour aider ce patient. Dans le principe, effectivement, vous ne devez pas refuser de prodiguer des soins, d'après le serment que nous prêtons aux malades. Et j'avoue que la plupart des médecins font toujours le maximum pour venir en aide aux patients. Il ne faut pas se voiler la face, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a des cas où on ne peut pas. Il y a des cas où on ne peut pas. Mais c'est très très rare de constater que, oui, cette personne est décédée parce qu'elle n'avait pas de moyens. C'est assez rare. Docteur Guy Sandion, merci. Merci à vous, merci à toute votre équipe et merci aussi à tous ceux qui, à travers le monde, œuvrent pour que l'Afrique puisse bénéficier, elle aussi, du progrès. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre soutien constant et restez sur les programmes, restez fidèles à Africa 24. À bientôt.